Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bon, c'est presque difficile de recommencer après une présentation par Rémi Bourselin parce que je pense que tu es encore plus bavard que moi. Mais bon, vous avez vu tout de même l'intérêt des sujets et le fait que des choses qui pouvaient paraître aussi absurdes il y a encore quelques années que par exemple l'ulcère de l'estomac soit causé par un micro-organisme, par une bactérie. Et maintenant le fait que, encore une fois, soyons clairs, ce ne sont pas des bactéries qui causent l'obésité, c'est un régime alimentaire qui change la flore intestinale, qui naturellement répond dans sa nature, dans sa qualité, à cet excès de calories finalement qui lui est apporté, qui se met à métaboliser tout ce qu'on lui apporte, le gras, les sucres, qui nous le transporte, et puis qui en même temps, compte tenu de la nature des micro-organismes qui sont sélectionnés, amplifié, va mettre la pression sur le système immunitaire, entraîner de l'inflammation, faciliter le métabolisme des graisses et ainsi de suite. Néanmoins, il y a un lien et ce lien, il ne faut pas le négliger. Et on en a parlé déjà, il remonte à la nuit des temps. Il remonte au temps où il a fallu qu'on s'associe avec une flore microbienne pour survivre à des périodes de disette, pour pouvoir manger et digérer des sucres complexes d'origine végétale. Éventuellement chasser, tuer un cerf, s'en nourrir, stocker finalement le gras pour les moments de disette et ainsi de suite. Donc la vie était beaucoup plus complexe finalement dans la variation du type alimentaire auquel les individus avaient à faire face et était probablement beaucoup plus animale dans sa façon d'être gérée. Et on se retrouve en l'espace d'un siècle ou deux avec un mode alimentaire finalement beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus riche, auquel toute cette symbiose qui s'était mise en place au fil du temps a à faire face et finalement perd totalement ses marques. Donc je crois vraiment que c'est l'objet de cette chaire d'essayer d'introduire des choses. Je sais que ça peut être un peu controversé, que ça peut amener à des discussions. Je suis d'ailleurs étonné que ça n'ait pas générer aussi des remarques négatives parce que j'en ai très souvent. Ça prouve que vous êtes prêt à accepter des faits scientifiques et c'est une bonne chose. Encore une fois aussi, tout ce qui est démontré chez la souris n'est pas nécessairement totalement vrai chez l'homme. Il va falloir maintenant des études épidémiologiques. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits, par exemple en Afrique à l'heure actuelle. Jeff Gordon, qui a été vraiment un des individus qui a lancé ces concepts ces dernières années pour expliquer dans une situation de carence alimentaire majeure, comme on peut avoir dans certaines régions de la Corne de l'Afrique, au Soudan, pourquoi des enfants dénutris vont quasiment évoluer, grandir normalement, pourquoi d'autres vont faire ce qu'on appelle un kwashiorkor, c'est-à-dire une espèce de syndrome de dénutrition avec des œdèmes massifs du fait de cette malnutrition, d'autres des syndromes de marasme qui sont un petit peu intermédiaires, et est-ce que finalement la nature de la flore intestinale de ces enfants est ce qu'on appelle en anglais le Energy Harvesting Capacity, c'est-à-dire cette capacité de récolter des calories par la flore intestinale et de les transférer à l'autre, peut varier éventuellement d'un individu à l'autre et que certaines flores soient plus protectrices contre la dénutrition chez certains enfants que chez d'autres qui ont une flore différente. Donc il y a finalement une médecine qui est en train de se mettre en place dans ces domaines-là qui est assez passionnante. La question évidente étant, est-ce qu'on va pouvoir traiter les gens avec des flores différentes? C'est vrai qu'à l'arrivée, les applications, on les perçoit moyennement, mais on verra. Peut-être ce ne seront pas des bactéries, mais effectivement ce qu'on appelle maintenant des prébiotiques, c'est-à-dire des substances, des nutriments, des choses qui vont faire dériver la flore d'un côté ou d'un autre. Et voilà. Mais on est vraiment en train de vivre un changement de paradigme à l'heure actuelle. Alors au début, le côté controversial, c'était
toujours dans l'idéologie française un peu anti-américaine, puisque ces travaux venaient des États-Unis, c'est encore les Américains qui essayent de se trouver une excuse pour être des grands obèses. Et au lieu de mettre en cause le fait qu'on mange trop de graisse et qu'on va au McDonald's ou n'importe où, hein, ce n'est pas le problème, et qu'on mange des chips devant la télévision et qu'on boit du Coca-Cola, on est en train d'essayer de nous expliquer que ce n'est pas de ça, il faut déculpabiliser les gens qui mangent trop. C'est en fait la flore intestinale qui les rend obèses. Ce n'est pas du tout ça que disent ces travaux et ce n'est pas du tout ça ce que dit Jeff Morgan. Ce que dit Jeff, c'est exactement ce qu'on a dit là. C'est on mange trop, on mange mal, on change sa flore intestinale et sa flore intestinale sert de relais à tout ce processus. Que les choses soient bien claires et qu'on enlève l'idéologie stupide de toutes ces analyses. Voilà. Ceci dit, il est vrai qu'on voit, en particulier en Amérique du Nord, mais on le voit de plus en plus en Europe, en France, des individus qui sont au-delà même de l'obésité, qui sont incapables de bouger, hein, au point de... Et quand on voit que ça commence à arriver chez nos enfants en Europe, on est quand même un petit peu inquiet, surtout de la rapidité à laquelle ça se met en place. Et je pense qu'il va falloir vraiment qu'on se mobilise tous sur ces sujets de la nutrition, et en particulier de l'éducation à la nutrition chez les enfants. Donc ce que je vais essayer de vous faire, je vais essayer de passer assez rapidement, parce que vous êtes tous fatigués, mais il faut ce cours... Il faut que je le fasse. Hein. Essayez de terminer un petit peu cette série, même si vous en avez peut-être été saturé sur ces symbioses microbiennes, sur finalement cette notion de base qui est la tolérance. C'est-à-dire comment se fait-il que cette masse énorme de bactéries, je ne vais pas de nouveau vous saturer avec les chiffres, est si bien tolérée. Et une fois de plus, on va se centrer sur l'intestin parce que c'est là quand même qu'est la plus grande flore et c'est là que se situent bien entendu les problèmes. Alors, pour essayer de simplifier les choses, il y a deux situations qui vont finalement se conjuguer pour assurer cette tolérance à cette flore microbienne massive qui nous habite. C'est ce que j'ai essayé de résumer sous le terme de furtivité, c'est-à-dire que ces micro-organismes vont être relativement peu vus, même s'ils le sont, hein, et il faut qu'ils le soient parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont en aval de ça dans la signalisation qui sont essentielles, y compris la maturation du système immunitaire. Néanmoins, il faut qu'il y ait un certain degré de furtivité, que ces micro-organismes n'apparaissent pas trop sur l'écran du radar parce que sinon l'organisme va réagir trop violemment, et on verra quelques-uns des mécanismes importants qui expliquent justement cette, on pourrait presque dire, distanciation, malgré la proximité au sein de la lumière intestinale entre cette flore microbienne énorme et nous en tant qu'hôtes. Et puis un deuxième élément qui ne va pas sans l'autre, hein, les deux sont intrinsèquement liés, qui est ce qu'on appelle la tolérogénèse active, c'est-à-dire que cette flore microbienne induit au niveau de la muqueuse intestinale en particulier des mécanismes qui vont lui permettre d'être toléré, et on va essayer de voir en gros les différents éléments qui sont à la base de ça. Alors dans cette stratégie de furtivité, pardon, je suis passé un petit peu rapidement, on a un certain nombre d'étapes ou de caractéristiques qui, mises tout ensemble, vont expliquer ce côté furtif des micro-organismes de la flore. Le premier, c'est que, et on en a déjà parlé, hein, certaines de ces micro-organismes, en particulier, Rémi vous en a encore parlé, les Bacteroidetes, les Firmicutes, vous savez, le bleu et le rouge qui correspondent quasiment à 99% de la flore intestinale, pour beaucoup d'entre eux, ont ce qu'on a appelé des PAMPs jusqu'à présent, qui sont relativement peu reconnus par les systèmes de reconnaissance du système immunitaire inné, en particulier leurs lipopolysaccharides, et on va y revenir. Deuxièmement, il y a un phénomène physique qui est le maintien à distance de ces micro-organismes par la muqueuse, et tout est construit finalement pour essayer de faire que cette interface soit relativement hermétique, mais pas excessivement, car à ce moment-là, l'ignorance totale amènerait aussi des problèmes. On parlera de mucus et on parlera de molécules antimicrobiennes, on parlera de ce qui est la barrière épithéliale elle-même. Et puis il y a du côté de l'hôte, clairement dans cette zone d'interface très proche entre les microbes et la surface de l'épithélium, une diminution d'expression ou une séquestration des molécules de reconnaissance du système immunitaire inné, qui fait que dans ces zones particulières, la reconnaissance sera moins efficace.
Donc ça va être les 3 éléments sur lesquels je vais vous montrer quelques données. Alors, stratégie de furtivité, premièrement, le fait que les micro-organismes soient un petit peu, c'est comme on dit pour les avions, furtifs, stealth. C'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas sur l'écran du radar parce qu'ils sont structurés de telle façon qu'ils ne vont pas être reconnus par les systèmes d'alerte. Alors ça, c'est quelque chose qui a l'air d'être géré de façon d'ailleurs intéressante, à la fois par les microbes eux-mêmes et par l'hôte, qui va participer activement à cette furtivité, dans la mesure où une des molécules majeures, il y en a probablement d'autres, mais c'est relativement mal connu. Dans ma première présentation, je vous ai parlé des variations dans le peptidoglycane, des variations dans la flagelline, tout ça. En fait, c'est bien connu pour le lipopolysaccharide. Revoilà le lipopolysaccharide. Jusqu'à la nausée, vous aurez eu droit au lipopolysaccharide cette année. Vous avez cette molécule dont la capacité endotoxique, c'est-à-dire la capacité de signalisation via la liaison à ce qu'on appelle les LPS binding proteins, LBP, puis l'encastrage de ce système dans la molécule CD14, puis l'association à TLR4 qui est vraiment le récepteur qui va transduire le signal en présence de cette molécule. Donc l'activité agoniste de signalisation de cette molécule, elle est liée à cette augmentation, il faut que je recule un tout petit peu, de l'addition d'acides gras saturés à 12 ou à 14 carbone avec cette liaison qu'on appelle acyl-oxyacyle, avec cette lactone ici qui est tout à fait caractéristique. Et donc c'est ça, et en particulier celle-ci, ici, qui assure l'endotoxicité. Point 1. Point 2, la phosphorylation est un autre élément important de cette endotoxicité. Donc la plupart des micro-organismes, les bactéroïdes, par exemple, qui sont les grammes négatifs anaérobies de l'intestin, ont des lipopolysaccharides qui n'expriment pas cette hexacylation sur leur endotoxine et qui donc vont signaler de façon relativement médiocre, voire avoir une signalisation antagoniste sur ces systèmes. Donc ça, c'est un premier élément. Et quand on voit que ces micro-organismes sont prédominants en termes de nombre, on peut imaginer qu'effectivement, ça participe à ce côté de furtivité. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau de la surface de l'épithélium, ça a été montré par une chercheuse américaine il y a 4-5 ans maintenant, qui s'appelle Karen Guillemin, et elle l'a fait dans un modèle qui est le modèle du poisson zèbre, un modèle qui s'introduit peu à peu, je vous en avais parlé, dans l'analyse des processus d'interaction microbe-hôte, a montré que, par exemple, la phosphatase alcaline, qui est exprimée, qui est un marqueur classique de la surface des cellules de l'épithélium intestinal, était capable en fait d'hydrolyser les phosphates de ces lipidas, de ces bactéries de la flore commensale, et en fait donc de les détoxifier, de diminuer leur activité endotoxique, et finalement participer de ce fait à ce processus général. Donc à la fois les bactéries en ayant des endotoxines non saturées en acides gras et la cellule épithéliale participant à la désaturation, les deux se conjuguent pour cette espèce de côté, disons, non vu, furtif, des bactéries à grammes négatifs, bien entendu, de la flore intestinale. Donc ça, c'est un premier exemple de stratégie. Le deuxième élément important, on passe maintenant de la flore des bactéries à l'épithélium, à la barrière épithéliale. On n'avait pas convenu avec Rémi Burcelin, mais on va parler un peu des mêmes choses ici. C'est que notre épithélium intestinal est une vraie barrière physique, une barrière physique à cause de la production à la surface de ces molécules qu'on appelle des glycoprotéines ou qui forment globalement le glycocalyx, qui sont vraiment ancrés dans la membrane de ce qu'on appelle la bordure en brosse, on en a parlé la dernière fois. Ça, c'est l'étape supérieure, et puis plus on descend, plus on rentre dans des choses très sophistiquées qui concernent en fait les jonctions cellulaires et le fait que la partie haute des cellules est concernée par ce qu'on appelle des tight junctions ou des jonctions serrées qui consistent en de véritables boutons pression. Il y a ces molécules dont on vous a parlé tout à l'heure, les zonulaoccludines, les claudines et ainsi de suite, qui se conjuguent pour aller former ces jonctions et fermer finalement cet espace qui empêche les micro-organismes, voire leurs produits, de passer à travers les cellules épithéliales. Donc on imagine qu'on a là
Et vous l'avez vu avec l'absorption des lipides, la possibilité d'un certain degré de régulation, mais globalement, cette barrière, elle est fermée. Et globalement aussi, on sait que la flore intestinale a tendance à émettre des signaux qui lui permettent de se fermer encore plus et de maintenir justement cette cohésion qui participe largement à l'effet de barrière. Alors à la surface, je vous l'ai dit, on a, ici vous le voyez très très bien en microscopie électronique, les microvillosités maintenant très amplifiées. On peut voir si on ajoute une coloration par les sucres, du rouge de ruthénium par exemple, cette densité de structures en fait, qui correspondent à des glycoprotéines, c'est-à-dire des structures ancrées dans la membrane de la cellule eucaryote, qui sont ensuite émises comme une espèce de segments ici vers l'extérieur, et sur ce corps protéique viennent se brancher des résidus glycosylés complexes qui vont former cette espèce d'arborescence ici, qui, vous l'imaginez bien, assure une espèce de protection, de coussin de protection à la surface immédiate, et qui va être relativement difficile, à moins d'enzymes extrêmement efficaces, aux bactéries de venir détruire. Alors, je vous ai parlé des cellules M la dernière fois. Les cellules M n'ont pas ce glycocalyx, c'est une de leurs caractéristiques, et donc l'accessibilité de leur surface aux microbes est beaucoup plus importante. Mais ça n'est qu'une première couche, si l'on peut dire. Il y a une deuxième couche qui vient s'associer à tout ça, à la surface, qui, elle, n'est pas physiquement ancrée dans la membrane de la cellule eucaryote, qui est le mucus. Alors là, je vous montre une très jolie photo qu'on a prise au labo il n'y a pas très longtemps, qui montre des colorations de mucine. Et vous voyez, on en avait parlé la dernière fois, ces fameuses cellules caliciformes, ou goblet cells en anglais, qui rejettent ici leur mucus, qui est en fait stocké sous forme de granules. Et le mucus, finalement, va enduire. Vous voyez le niveau de résolution où on est, qui est très inférieur, donc on ne voit plus le glycocalyx là, mais par contre, on voit cette couche de mucus qui se constitue à la surface de l'épithélium, et les bactéries, dont certaines viennent s'en chasser à l'intérieur de cette couche de mucus. Alors, à quoi sert ce mucus qui vient protéger au sens large la surface de l'épithélium, et à quoi servent ces mucines? Parce qu'il y en a toute une famille qui d'ailleurs varie en nature et en quantité en fonction de l'intestin grêle, en fonction du côlon. Dans le côlon, par exemple, une des mucines prédominantes sécrétées, c'est la mucine 2, MUC2. Donc il y a trois fonctions principales qui sont définies, probablement d'autres. D'abord, c'est vraiment une couche protectrice. Vous imaginez que physiquement, là, vous êtes en présence de quelque chose qui gêne l'accessibilité de la surface aux micro-organismes, qui en particulier du fait de la richesse de ces projections polyosidiques à la surface de ces protéines résistantes aux protéases, et qui donc assure une protection physique de la surface de l'épithélium. Ça sert aussi à capturer les bactéries par mimicrie de récepteurs membranaires. C'est-à-dire, en fait, beaucoup vous savez que les bactéries ont tendance à se fixer à la surface des cellules sur des résidus sucre. Et si ces résidus sucre sont présents dans le mucus, elles vont venir se fixer sur ces mêmes résidus dans le mucus. Et comme ce mucus est en permanence évacué par ce qu'on appelle le mouvement péristaltique, c'est-à-dire les mouvements musculaires de l'intestin, en fait, les bactéries ne vont pas pouvoir séjourner de façon prolongée et se fixer à la surface des cellules. Elles vont en permanence être véhiculées et éliminées dans les fécès. Donc il y a un effet de mimicrie moléculaire là qui permet de protéger l'ensemble du système. Et puis, ça sert aussi de matrice, en particulier la couche la plus profonde du mucus, de matrice qui va concentrer un certain nombre de molécules qui sont importantes dans la défense antimicrobienne, et en particulier ces fameux peptides antimicrobiens dont on a parlé plusieurs fois, ces protéines cationiques qui sont produites par l'épithélium elle-même et qui vont venir littéralement se mettre, s'organiser dans, vous voyez ici la coloration pour HBD3 qui est une des molécules antimicrobiennes. Vous voyez la surface de l'épithélium ici, le mucus ici, et dans la couche la plus profonde de ce mucus, celle qui jouxte précisément l'épithélium, vous voyez cette couche de peptides antimicrobiens qui s'organisent. Donc
vous imaginez, on me dit souvent que je réfléchis comme une bactérie, je ne prends pas nécessairement ça comme un compliment, mais tant pis. Vous voyez très bien ce qu'est finalement la vie d'une bactérie pour essayer finalement d'atteindre cet épithélium, si c'est ça l'objectif. Il faut arriver à traverser cette couche de mucus en essayant d'éviter ce mouvement qui va l'éjecter en permanence. Ça veut dire des mucinases qui sont capables de le détruire, ça veut dire des flagelles de manière à pouvoir bouger et avancer. Il va falloir, lorsqu'on fait face à cette densité de peptides antimicrobiens, parce qu'il y a une espèce de gradient avec une concentration qui s'accroît, résister à ces peptides antimicrobiens qui sont extrêmement efficaces et très bactéricides, et ainsi de suite. Donc la vie d'une bactérie à la surface de l'épithélium, c'est un enfer. Et seuls les pathogènes sont capables en réalité d'y résister parce qu'ils ont établi avec l'évolution acquis des gènes qui leur permettent de résister et de s'adapter à ce système. Et c'est là finalement que se fait un petit peu la discrimination, on en avait parlé le premier cours, entre ce que peut être un pathogène et ce que peut être un commensal, même s'il y a un petit peu de recouvrement. Ça, c'était juste pour vous montrer les mucines, en sachant que ces molécules de mucine, elles n'agissent pas de façon égoïste une fois qu'elles sont sécrétées. Du fait des conditions réductrices dans l'intestin, elles forment des ponts disulfures entre des cystéines ou des méthionines et elles s'associent entre les deux avec des liaisons convalentes, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une espèce de structure tout à fait fragile et évanescente, elles forment véritablement un réseau, un treillis solide et qui, encore une fois, vous matérialise les difficultés que peuvent avoir des micro-organismes à aller s'insérer dans ce système. Alors ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qui est intéressant à observer, et finalement on peut essayer de remettre les choses à leur véritable échelle, c'est que lorsqu'on regarde cette couche de mucus, vous la voyez ici avec ces cellules caliciformes et cette partie-là qui est probablement la plus proche de l'épithélium et là où le réseau est à la fois le plus dense et le plus cohérent, vous voyez qu'elle varie en épaisseur depuis la muqueuse gastrique, où il y en a beaucoup, mais oublions un petit peu l'estomac tout de suite, pour passer dans le duodénum, dans le jéjunum, dans l'iléon et dans le côlon. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que cette partie la plus proche de l'épithélium de mucus, elle reste relativement homogène et égale en épaisseur, elle augmente un petit peu au niveau du côlon. Mais si on prend cette partie qui est plus indépendante et plus loose, comme on dit en anglais, c'est-à-dire moins serrée, moins dense, moins structurée, vous voyez qu'elle atteint une épaisseur qui est absolument phénoménale, puisque là, on est quasiment au millimètre. Hein. C'est quand même quelque chose de très, très important. Et ce qui est, bien entendu, tout à fait étonnant, c'est que cette épaisseur de la couche de mucus, elle est finalement totalement corrélée à la densité microbienne à laquelle l'épithélium a à faire face. Vous vous souvenez, on en a parlé, on en a reparlé aujourd'hui. Dans cette position de l'intestin, la flore microbienne est relativement peu dense, de l'ordre de 10 puissance 3, 10 puissance 4 bactéries par millilitre de fluide intestinal. Ici, dans l'iléum, on est dans une zone transitionnelle. On est à peu près aux alentours de 10 puissance 7, 10 puissance 8, 10 puissance 9 bactéries par millilitre. Et puis là, on est aux fameuses 10 puissance 12 classiques au niveau du côlon. Et donc, plus la flore microbienne est dense dans ces tubes, dans cette lumière intestinale, plus la couche de mucus, j'allais dire bien entendu, c'est un petit peu terminaliste comme façon de dire les choses, mais plus la couche de mucus est importante et plus le processus de protection, bien entendu, va devenir essentiel. Et donc, l'évolution, encore une fois, a construit cette situation qui est tout à fait favorable. Et Jean-Pierre Hugo, la semaine dernière, vous a parlé de ces corrélations qu'il y a entre la diminution de l'épaisseur ou de la qualité, de la nature de la couche de mucus et de la survenue de maladies inflammatoires. On a en ce moment dans le labo des souris qui sont knock-out, c'est-à-dire invalidées dans le gène de la mucine 2, et les homozygotes, c'est-à-dire celles qui ne font pas de mucine 2 du tout, en l'espace d'une semaine, développent une inflammation intestinale massive sans qu'on fasse rien.
du fait même de leur incapacité de gérer la flore intestinale qu'elles ont donc dans leur tube digestif. Alors, je vous parlais donc de ces peptides antimicrobiens. Ces peptides antimicrobiens sont donc un élément essentiel de ce dispositif qui est produit par l'ensemble des cellules de l'épithélium intestinal et produit en fait par l'ensemble des cellules des épithéliums en général. Il y a des peptides antimicrobiens produits par les cellules de l'épithélium respiratoire, peptides antimicrobiens produits par les cellules des kératinocytes, les cellules de la peau. Vous savez qu'on ne fait quasiment jamais d'infection à bactéries à gram négatif au niveau cutané, sauf blessures graves ou anomalies du système immunitaire, parce qu'on produit des peptides antimicrobiens qui sont extrêmement puissants et qui détruisent l'ensemble des grammes positifs, mais qui, avec l'évolution, respectent à peu près les grammes plus, en particulier les corinébactéries, les staphylocoques. Il y a aussi des différences. On produit une quantité énorme, quand on regarde les gènes, il y a énormément de gènes qui produisent ces peptides antimicrobiens, et il y a probablement des différences extrêmement subtiles dans le niveau et la diversité d'expressions, parce que tous ne sont pas exprimés en même temps, au même endroit et dans les mêmes tissus, qui va permettre de gérer cette diversité des flores et de maintenir certains micro-organismes qui sont favorables et d'éliminer des micro-organismes défavorables. Donc dans l'intestin, tout l'épithélium est capable de synthétiser ce qu'on appelle des bêta-défensines. Alors il y en a 3, 4 éventuellement, mais le quatrième, jusqu'à présent, il n'y a pas d'évidence que le gène soit exprimé, qu'on appelle donc bêta-défensine 1, bêta-défensine 2, bêta-défensine 3. Ce sont des petits peptides, vous le voyez, qui sont très contraints avec 3 ponts disulfure entre ces cystéines et qui donc sont très résistants aux protéases. D'ailleurs, ceux qui sont produits dans l'intestin grêle, on les retrouve dans le côlon à peine dégradés, ce qui montre à quel point ils peuvent survivre aux conditions extrêmes qui règnent dans l'intestin. Et puis une autre molécule qui est moins bien connue dans sa relation entre sa structure, parce qu'on s'imaginerait quelque chose de relativement fragile ici, puisqu'il n'y a pas de pont disulfure, il n'y a pas de contrainte interne de la molécule, qu'on appelle la catélicidine, et qui fait partie aussi de ces molécules génériques produites par les cellules de l'épithélium intestinal à tous les niveaux. En plus de tout ce dispositif, et vous vous en souvenez la semaine dernière sans doute, on a dans l'intestin grêle, au fond de la crypte, 3 ou 4 cellules qu'on appelle des cellules de Paneth, qui sont responsables de la synthèse d'un cocktail de molécules antimicrobiennes, du lysozyme, des phospholipases, des protéases, et ces fameuses alpha-défensines qui sont très proches des bêta-défensines, en particulier l'alpha-défensine 5, l'alpha-défensine 6, mais la 5 est vraiment la défensine majoritaire produite par les cellules de Paneth. Et je vous ai parlé la semaine dernière de toutes les hypothèses concernant la nécessité d'avoir un système de défense extrêmement performant de la crypte de l'intestin grêle, puisque l'enjeu, c'est celui de pouvoir régénérer de façon régulière et correcte un épithélium qui est après tout impliqué dans quelque chose d'important, qui est la digestion. Et la régulation des flux hydroélectrolytiques. Donc vous voyez ici, par exemple, avec un marquage par un anticorps anti-lysozyme, dans cette crypte intestinale, l'image de ces cellules de Paneth, vous les voyez ici, en fait, ce sont des cellules qui stockent ces cocktails d'agents antimicrobiens, en particulier les défensines, dans des globules, et qui les libèrent. Vous les voyez d'ailleurs, les globules ici, dans cette crypte. Et si on regarde la composition, en gros, du contenu de ces cellules de Paneth, vous voyez que le grand partie rouge ici, ça correspond à cette bêta-défensine 5 dont je vous parlais. Il y a un petit peu de bêta-défensine 6, il y a des phospholipases, il y a le lysozyme, et puis de plus en plus, on voit apparaître d'autres molécules qui avaient été oubliées jusqu'à présent, qui s'appellent par exemple ici REG. Et ces derniers mois ou années ont vu finalement l'enrichissement de cette panoplie ou de la connaissance de cette panoplie de molécules antimicrobiennes, des molécules qu'on pensait jusqu'à présent comme l'angiogénine 4 produites par les cellules de Paneth être des facteurs de croissance pour les vaisseaux de l'épithélium intestinal ou de la muqueuse intestinale, s'avèrent être aussi des puissants agents antimicrobiens. En fait, la nature fait plusieurs choses à la fois avec les mêmes molécules, ce qui est assez intéressant. Et puis des lectines de type C, par exemple REG, je viens d'en parler, REG 3 gamma, chez la souris
est un équivalent d'une protéine qui s'appelle HIP ou PAP chez l'homme, est une lectine, c'est-à-dire une protéine qui fixe des sucres bactéricides qui en fait se lient au peptidoglycane et qui a une activité bactéricide très très puissante sur les bactéries à gram positif. Et quand on regarde, enfin pas nous, mais les gens qui ont fait ces travaux, et en particulier des chercheurs aux États-Unis, lorsqu'on regarde le niveau d'expression, par exemple, de ces molécules, comme ces lectines reg3-gamma, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de gradient. Il y en a beaucoup au niveau du jéjunum, du duodénum, et puis plus on avance vers l'iléon, moins ces molécules sont produites, et plus on voit la flore augmenter. Donc pour l'instant, ça reste très corrélatif, mais on a de plus en plus l'impression que l'hôte, peu à peu, par l'évolution, encore une fois, la coévolution, a doucement diminué un certain nombre de ces mécanismes de défense de façon à permettre à ces flores microbiennes de se développer et d'atterrir finalement dans le côlon, si je peux dire, à cette densité massive dont on a parlé et dont le rôle, bien entendu, biologique est ce qui a été dit en particulier tout à l'heure. Donc on est dans une situation, pour simplifier un tout petit peu, d'équilibre probablement instable, l'instabilité générant malheureusement des maladies, où on a l'épithélium intestinal, on a la couche de mucus, et on a à la surface ou dans les parties les plus superficielles de ces couches de mucus ces fameux biofilms bactériens sur ces surfaces, cette fois-ci non pas abiotiques mais véritablement biologiques, qui sont là, bien sûr, d'apparence monobactérien, mais qui en fait correspondent à une multitude d'espèces différentes qui vivent en communauté et qui vont respecter, à part quelques-uns, vous vous souvenez, cette Segmented Filamentous Bacteria, SFB, dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui vient s'ancrer dans l'épithélium, mais à quelques exceptions près, on a une espèce de no man's land ou de no bacteria land qui se crée entre la surface de l'épithélium et ce biofilm microbien, à travers lesquels les deux communautés, en fait la communauté microbienne et la communauté des cellules épithéliales, vont se jauger en permanence et réagir mutuellement à la présence de l'une et de l'autre. Il est probable que le mucus, une de ses fonctions supplémentaires, est de servir, encore une fois, de matrice et de donner une capacité de véhiculer un certain nombre de molécules qui vont permettre à ces deux partenaires de se jauger. De plus en plus, des évidences existent que des canaux de l'épithélium à la surface, du côté apical, comme PEPT1 par exemple, qui est dans le processus de digestion un canal qui est capable de permettre aux cellules épithéliales d'intégrer, d'internaliser des protéines qui n'ont pas été totalement dégradées et qui conservent encore 2, 3 ou 4 aminoacides non hydrolysés. Ces PEPT1 par exemple est capable d'internaliser dans la cellule le muramyl dipeptide, qui est un élément, comme on l'a dit X fois, de structure du peptidoglycane, et probablement d'entretenir via les molécules NOD une espèce d'état de réponse à ces micro-organismes qui permet d'avoir cette inflammation physiologique dont on parlait, qui permet à l'hôte d'être en état de veille permanente, d'expectative armée, mais sans dépasser les limites. Les limites étant dépassées si, par exemple, ces micro-organismes se développent de façon non contrôlée ou viennent envahir cette couche de mucus parce que, pour une raison ou pour une autre, elle est fragilisée ou les microbes sont plus pathogènes. Il existe aussi, on a parlé de quorum sensing plusieurs fois, en particulier j'y avais dédié un cours entier, ces fameuses molécules de quorum sensing, en particulier les homocérines lactones, sont internalisées par une canal ou une pompe à protéines cationiques qui est OCTN2 et vont entraîner des changements de programmation transcriptionnelle dans les cellules qui sont concernées, ce qui est une manière pour l'hôte finalement de lire la densité microbienne, puisque vous savez que ces molécules de quorum sensing, je vous l'avais dit, sont produites essentiellement par les bactéries en phase de croissance rapide
en phase de croissance exponentielle. Donc l'hôte a la capacité de lire le comportement de ces communautés microbiennes, mais de le faire probablement grâce à ce type de molécules à distance, de manière à ne pas être exposé en permanence, bien sûr, au danger d'avoir une bactérie qui vient adhérer ou qui vient l'envahir. Donc on est dans une situation d'équilibre instable, mais qui a mis des milliers d'années à se mettre en place, donc qui atteint probablement un degré de perfection tel que, encore une fois, vous le savez, au jour le jour, on ne se rend pas compte de la présence de ces micro-organismes. Alors, de temps en temps, tout ça se dégrade. Vous voyez ici, par exemple, au cours d'une maladie de Crohn dont vous a parlé Jean-Pierre Hugo la semaine dernière, un intestin normal en méthode FISH, en hybridation, avec un fluorochrome, la surface de l'épithélium intestinal. Pour ces entérobactéries qui devraient être en nombre très réduit et ne pas s'immiscer aussi proche de l'épithélium intestinal, vous voyez que chez un individu normal, vous en avez très très peu. Par contre, dans une maladie de Crohn, ici, en phase d'activité, vous voyez la surface de l'épithélium et en FISH, vous voyez cette gangue de bactéries gram-négatifs, de gamma-protéobactéries, qui est littéralement collée comme un biofilm, non plus maintenant à la surface du mucus, mais à la surface des cellules épithéliales elles-mêmes, et qui vont probablement entretenir ce processus inflammatoire dont on a parlé. C'est une espèce de cercle vicieux qui se met en place. Donc vous voyez qu'on parle de ces modifications de flore en termes de quantité, de nature des micro-organismes aussi, mais il faut aussi les voir en termes de localisation, d'écologie, de stratification par rapport à la surface de l'épithélium, et toute cette, disons, microécologie et sa liaison avec la maladie est en train de se mettre en place. Alors, le dernier élément de la furtivité, c'est ce que je vous avais appelé la séquestration des récepteurs. Il est de plus en plus clair, et ça remonte maintenant à des expériences qui ont été faites depuis le début des années 2000, que les toll-like récepteurs, par exemple, sont exclus de l'épithélium de surface, ou lorsqu'ils sont exprimés, ils le sont plutôt du côté latérobasal, c'est-à-dire protégés au-dessous de ces jonctions serrées dont je vous avais parlé, qui empêchent largement les micro-organismes et leurs fragments, leurs pamps de venir du côté latérobasal. Donc on a une très faible expression de ces molécules au niveau des surfaces épithéliales qui sont exposées en interface avec les microbes, mais dès que l'on descend vers la crypte, on a un gradient et une réexpression progressive jusque vers le bas de la crypte, dans la mesure où, encore une fois, autant la présence de microbes ici est normale et fait partie de notre physiologie, autant la présence de microbes dans la crypte est un élément physiopathologique, un élément de maladie contre lequel il faut lutter. Imaginez que des microbes viennent dans cette région-là, il faut bien entendu très très rapidement les éradiquer, en particulier, même si ça n'a pas été prouvé jusqu'à présent de façon formelle, pour éviter la destruction des cellules souches. Alors, je commence à revenir un petit peu sur ce concept de destruction des cellules souches, parce que ça fait plusieurs mois maintenant qu'on travaille dans le laboratoire sur l'interaction directe des micro-organismes sur les cellules souches. C'est absolument étonnant de voir à quel point les cellules souches sont réfractaires aux micro-organismes. Vous pouvez les couvrir de bactéries, vous pouvez leur faire avaler des bactéries, vous pouvez les exposer à des concentrations de LPS, de peptidoglycanes. C'est comme si vous ne faisiez rien du tout. Les cellules souches sont complètement réfractaires. Et c'est assez intéressant en fait, d'essayer de comprendre inversement par quel mécanisme elles sont réfractaires à ces micro-organismes. Néanmoins, elles ne sont jamais seules, les cellules souches. Il y a un environnement de cellules qui peut leur parler, changer leur comportement, et c'est probablement dans ce concept-là que malgré tout la crypte doit rester stérile, même si, encore une fois, les cellules souches elles-mêmes ont l'air d'être relativement hermétiques ou réfractaires aux signaux bactériens. Donc ça, c'était la première partie, et je vais terminer relativement rapidement sur le problème de la tolérogénèse. Donc on est dans ce concept-là, c'est-à-dire les microbes au niveau du mucus, les échanges, mais cette notion tout de même d'un certain degré de dialogue moléculaire, de crosstalk à travers cette couche de mucus. Le système ne pourrait néanmoins pas fonctionner si il n'y avait pas
à la fois une reconnaissance et à la fois une signalisation active. Et cette reconnaissance et cette signalisation active, elle va aboutir, disons très largement, à deux conséquences dans cette mise en place de cette boucle de tolérance. La première, c'est la production de ce qu'on appelle les IgA sécrétoires, qui sont des IgA particulières, on va y revenir, qui sont sécrétées par l'épithélium, en particulier intestinal, et qui ont un rôle très important, en particulier dans ce qu'on appelle l'exclusion immune des micro-organismes, c'est-à-dire qu'elles participent à, un peu comme les peptides antimicrobiens, mais de façon spécifique, à cet finalement éloignement des micro-organismes de l'épithélium. Et on va voir comment cette boucle se met en place. Mais ce qui est important, c'est que dans toute cette signalisation dont on vient de parler, entre ces microbes de la flore commensale et les cellules épithéliales, émerge la production de médiateurs, on va y revenir rapidement, BAF, APRIL, SLP1, qui sont des facteurs qui permettent la mise en place de la boucle d'activation, enfin de différenciation, de maturation et d'activation des cellules B qui vont amener la production de ces IgA sécrétoires. Mais l'hôte arrive à gérer en plus de ça la production de molécules TSLP, TGF-bêta, IL-10, PGE2, un certain nombre de métabolites, de vitamines, qui vont, les vitamines elles viennent directement des bactéries, qui vont amener ce processus de tolérogénèse de la muqueuse de l'épithélium. Donc l'épithélium gère cette notion par ses mécanismes de défense de furtivité et en même temps par la signalisation qu'il permet, gère les signaux de tolérogénèse et les signaux qui vont permettre la production des IgA. Ça fait beaucoup à faire pour un système intégré comme ça, mais c'est la réalité. Donc cette tolérogénèse active, telle qu'on la voit de plus en plus, elle est liée à trois types de populations cellulaires du système immunitaire et disons de systèmes en fait tout court. Il y a ce qu'on appelle les cellules lymphoïdes innées. Bon, ces leçons sont toujours, on dit, un peu on the edge au dernier développement de la science. Ça, c'est vraiment le développement de quelques mois ou un an ou deux. On va y revenir rapidement. La protection des muqueuses par les IgA, et en particulier, bien sûr, les IgA sécrétoires, et le monde qui explose à l'heure actuelle des cellules T dites régulatrices. Alors, on avait une vision qui était probablement relativement restrictive du système immunitaire, où on voyait les lymphocytes B, T essentiellement dans un concept d'immunité dite adaptative, c'est-à-dire de la spécificité de la reconnaissance. On s'aperçoit que le système immunitaire est beaucoup plus complexe, beaucoup plus éclaté qu'on ne l'imaginait initialement, et tous les jours quasiment apparaissent, en particulier grâce à une batterie de marqueurs qui sont disponibles, la définition de nouvelles populations lymphocytaires. Et en particulier, a émergé quand même relativement récemment, ces 10 dernières années, la notion de ces cellules lymphoïdes innées, c'est-à-dire de cellules lymphoïdes qui vont à terme participer ou aider à la réponse spécifique, adaptative, mais qui entre-temps jouent des rôles dans la gestion de la réponse en particulier inflammatoire ou dans la reconstruction tissulaire. Donc on a des cellules comme les cellules NK, d'ailleurs je disais 10 ans, les cellules NK sont connues depuis bien avant, qui sont des cellules cytolytiques qui produisent des molécules, un peu comme les peptides antimicrobiens d'ailleurs, les perforines, les granzymes qui vont tuer les bactéries, les champignons, les parasites. On a des cellules NK qui sont plutôt spécialisées dans la production d'un certain nombre de cytokines, par exemple l'interféron gamma, qui est bien sûr majeur dans la défense immunitaire, antibactérienne, antivirale, enfin pour les bactéries intracellulaires en particulier, le TNF. Dans les organes, on a des sous-populations un petit peu particulières, définies par des marqueurs particuliers, dans le foie, dans l'utérus, dans le thymus, dans les tissus lymphoïdes eux-mêmes. Et puis, on identifie, enfin les auteurs identifient de plus en plus des sous-populations lymphocytaires qui sont quelque part un peu à l'interface entre l'homéostasie et la pathologie et qui gèrent justement cette reconnaissance et cette nécessité de réagir de façon relativement contrôlée à des bactéries ou à des microbes commensaux
et à réagir violemment éventuellement contre des bactéries plus agressives. Et parmi ces cellules, il y en a une qui a été découverte relativement récemment, qui a été relativement connue, mais dont la fonction a été découverte récemment, qui sont ces fameux lymphocytes NK-P46 qui sont producteurs d'une cytokine qui s'appelle l'IL-22. Et c'est un très très joli travail qui a été fait en particulier par le groupe de Jim DiSanto à l'Institut Pasteur. Donc c'est pour ça que je me permets toujours de... J'aime bien faire de la publicité pour mes collègues et mes amis, mais là, ce n'est pas uniquement ça. C'est vraiment la contribution scientifique est importante. Donc dans toutes ces lymphocytes innés du système immunitaire muqueux, il y a plusieurs familles qui ont été définies maintenant, mais il y a celle-là qui s'avère, ces lymphocytes NK P46, IL-22+, être impliqués vraiment dans la maintenance de la barrière épithéliale et a priori, d'après ce que je sais de discussions avec Jim DiSanto, de la barrière épithéliale intestinale, car ces lymphocytes ne sont pas trouvés en quantité significative, par exemple dans l'épithélium respiratoire. Donc il semble que la présence de ces lymphocytes soit assez largement liée au fait qu'il y ait une flore commensale, permanente au niveau de cette muqueuse et que la logique de leur présence soit là. Donc il y a de nouvelles populations qui assurent l'homéostasie et qui n'étaient pas vraiment connues jusqu'à présent, mais qui assurent probablement une espèce de lien à l'intérieur des grands systèmes comme la tolérogénèse et les productions des IgA. Donc la flore bactérienne commensale induit la production d'IL-22 par ces lymphocytes intestinaux qui sont localisés dans la lamina propria, c'est-à-dire juste sous l'épithélium, dans les villosités intestinales, et donc dont le rôle est essentiel dans la défense innée de la muqueuse intestinale. Ça a été donc montré dans ce papier, en particulier d'Immunity du groupe de Jim DiSanto. Donc ces cellules NK se distinguent des cellules NK classiques par une très faible production d'interféron gamma, donc elles ont une spécialisation tout à fait différente, et leur absence de production de perforine, donc ce ne sont pas des NK classiques, et l'existence de ce récepteur nucléaire, ROR gamma T, qui s'apparente au récepteur de l'acide rétinoïque, et puis surtout à la production de l'IL-22, qui est une cytokine qui fait partie de cette fameuse famille, je vous en ai parlé, des TH17, qui vraiment agit directement sur l'épithélium intestinal et joue un rôle protecteur. Donc quand on neutralise l'expression de cette molécule, l'IL-22, on a une inflammation intestinale parce qu'on perd la capacité de l'épithélium intestinal à se défendre contre la flore microbienne. Et inversement, c'est toujours un processus de boucle, la génération, la différenciation, donc la présence de ces cellules dans la lamina propria, répond à la présence d'une flore bactérienne dans la lumière intestinale. Donc c'est la flore qui génère leur production, leur expression, et c'est l'expression de la molécule IL-22 qui va gérer un élément important de la lutte antimicrobienne. Et par exemple, des souris qui n'expriment pas ces cellules deviennent susceptibles à un pathogène qui est Citrobacter rhodanthium. Donc on voit peu à peu émerger dans cette étude de la gestion de l'homéostasie de l'épithélium intestinal des processus finalement qui sont des processus de niche, qui ne sont pas des processus génériques, systémiques, qui correspondent à des populations cellulaires particulières à un endroit donné et qui assurent en fait la diversification et la maturation des fonctions cellulaires, lymphocytaires, puisque l'IL-17 lui-même joue un rôle important dans le recrutement d'autres cellules du système immunitaire pour la mise en place de cette barrière. Donc vous voyez que peu à peu, en dehors des grands schémas classiques, vous avez parlé déjà des IgA, ça c'est de la vieille histoire, des T régulateurs, c'est de l'histoire nouvelle, mais très vite les choses ont tendance à être dépassées par l'apparition de nouvelles populations cellulaires qui complexifient encore plus le paysage, mais ce n'est pas nécessairement surprenant vu la complexité de la situation à gérer. Alors, comme le temps passe et je ne voudrais pas vous garder trop longtemps, je voulais vous parler simplement d'un autre, donc du deuxième aspect, qui est celui bien sûr du rôle des IgA, car on ne peut pas parler de cette interface hôte-microbe, même en termes de commensalisme, sans mentionner les IgA sécrétoires. Donc on a une boucle qui est finalement relativement simple. Vous vous souvenez des cellules M, l'épithélium folliculaire, les cellules M,
la possibilité de translocation très rapide et très efficace de microbes, de produits microbiens, d'antigènes, les cellules dendritiques, quelque chose ici, la plaque de Peyer, qui correspond en fait à une accumulation de ganglions lymphatiques, ça n'a rien de très original, avec un centre B et des cellules T à la périphérie, une réponse immunitaire qui se fait de type B, la maturation de ces cellules B produisant des IgA, la recirculation, le repeuplement de la muqueuse et la mise en place d'un vrai réseau de plasmocytes produisant des IgA dans la lamina propria, susceptibles d'être, ces IgA sécrétoires, sécrétés dans la lumière intestinale et de venir jouer un rôle dans l'ensemble de ce dispositif, disons, de reconnaissance et de protection. Alors, ce qui est très intéressant, on avait mentionné rapidement la semaine dernière, c'est que toute cette flore commensale, elle est vraiment contenue, à la limite, elle n'est pas si contenue qu'on pourrait le croire en écoutant ce que nous a raconté Rémi tout à l'heure, puisqu'il y a un échange de microbes à travers l'épithélium qui vont assurer cette activation de cette immunité de bas niveau et prolifération des adipocytes et ainsi de suite. Mais en gros, s'il y a passage à travers l'épithélium ou que les bactéries soient prises par les cellules dendritiques et véhiculées, on ne va pas plus loin que ce qu'on appelle les ganglions mésentériques, c'est-à-dire les ganglions qui sont associés à la muqueuse dans l'intestin. Ça ne part pas dans la circulation systémique. Donc il y a une vraie compartimentalisation et seuls les pathogènes en fait, sont capables de passer cette barrière ultime du ganglion mésentérique pour diffuser dans l'organisme. Donc là, on a une ligne rouge qui est très, très importante à considérer. Alors ces IgA sécrétoires, elles sont très particulières. Vous imaginez l'équivalent des immunoglobulines normales avec les deux chaînes lourdes, les deux chaînes légères, mais vous les imaginez dimérisées par cette chaîne J, et ça arrive au niveau du plasmocyte sécréteur. Elles sortent, elles sont sécrétées par ce plasmocyte dimérisé par cette chaîne J, et puis dans leur forme définitive, elles portent ce qu'on appelle ce composant sécrétoire qui a un intérêt majeur dans le fait qu'il les rend extrêmement résistants aux protéases dans la lumière intestinale. En particulier, les IgA sécrétoires sont aussi sécrétés dans la lumière respiratoire. Mais donc cette chaîne, ce composant sécrétoire a un rôle très important pour leur protection. Donc on est en présence de dimères et ces IgA, lorsqu'elles sont produites en fait, par les plasmocytes dans la lamina propria, sont prises en charge par ce qu'on appelle le poly-IG récepteur à la base des cellules épithéliales qui les lient, et elles sont transcytosées jusqu'au pôle apical où elles vont être sécrétées, le récepteur va être clivé, mais elles vont garder cette pièce sécrétoire ici, donc qui est un reste du récepteur qui était présent à la surface cellulaire, et être sécrétées dans la lumière intestinale où elles vont reconnaître les micro-organismes. Alors, les fonctions principales de ces IgA sécrétoires, c'est d'abord et avant tout d'être ce qu'on appelle des anticorps bloquants qui assurent l'exclusion immune, c'est-à-dire qu'elles vont engager les microbes dans la lumière intestinale, puisque en fait, il faut voir que toute cette flore intestinale au jour le jour, vous avez vu qu'en plus elle est relativement stable, en fait, elle est échantillonnée par ces cellules M, par notre système immunitaire, et on produit donc des IgA qui sont spécifiques de ces motifs microbiens. Donc on a embeddé, comme on dit en anglais, associé à ce mucus, des IgA qui sont susceptibles d'avoir un répertoire qui reconnaît quasiment l'ensemble des micro-organismes présents dans la lumière intestinale et qui vont donc les engager dans cette lumière intestinale et les garder à distance de la surface de l'épithélium. C'est ce qu'on appelle l'exclusion immune. Deuxièmement, ces IgA sécrétoires ont des fonctions de neutralisation intracellulaire. Ça a été montré en particulier par leur capacité d'engager des protéines de capsides de virus et d'empêcher l'assemblage des virus à l'intérieur des cellules de l'épithélium, par exemple les rotavirus. Ça a été très très bien démontré vis-à-vis des IgA. On avait montré, nous, en dehors de montrer cet aspect là, ici avec Armel Phalippon, que ça assurait aussi une neutralisation intracellulaire des PAMPs, c'est-à-dire que le LPS qui diffuse
à travers les cellules épithéliales. Je vous en ai parlé tout à l'heure, Rémi Burcelin. Je pense que le LPS, contrairement à ce qu'il nous a dit, mais ça c'est un petit conflit qu'on a tous les deux, ne passe pas nécessairement entre les cellules, mais est absorbé par les cellules épithéliales et transcytose à travers les cellules épithéliales. Le résultat est le même, on le retrouve de l'autre côté. Et en fait, on a pu montrer il y a quelques années maintenant, avec Maria-Isabelle Fernandez dans le laboratoire, que les IgA, lors de leur transmigration à travers les cellules épithéliales vers la lumière, interceptaient, en fait, parce qu'elles échangent un moment ou elles partagent un moment le même compartiment, qui est un compartiment de recyclage apical dans la cellule épithéliale. Donc là, elles interceptent le lipopolysaccharide et elles l'empêchent de pouvoir transcytoser et elles le ramènent à l'extérieur. Donc il y a un vrai processus d'interception et de relargage à l'extérieur des cellules. Et puis il y a d'autres fonctions, par exemple, lorsque des antigènes ont fait effraction, et ça peut être valable là aussi pour le LPS dont on a parlé, malgré tout, s'il passe par les régions paracellulaires, les IgA peuvent le recapturer et le reconduire à la frontière, si je puis me permettre, par ce processus de transcytose médié par ces IgA sécrétoires et l'antigène se retrouve dehors d'une espèce de fonction de capture et de transfert vers là où ces antigènes sont originaires, c'est-à-dire des microbes de la lumière intestinale. Donc, on a toujours une vision un petit peu simpliste des choses. En fait, c'est beaucoup plus complexe, et c'est même encore plus complexe car le groupe de Blaise Cortési, il y a maintenant quelques années, on a publié ensemble un papier récemment, a montré que ces IgA en fait assuraient un rétrotransport transépithélial, c'est-à-dire que les IgA sont finalement induites contre des antigènes de la surface de certains micro-organismes. Elles vont capturer ces micro-organismes, mais il a été démontré qu'il y avait des récepteurs sur les cellules M qui permettaient la liaison de ces IgA. Et en fait, ces récepteurs sur les cellules M vont permettre au complexe IgA microbe, IgA antigène d'être réinternalisé et d'être présenté aux cellules dendritiques, aux cellules présentatrices d'antigènes dans la région des plaques de Peyer. Et ça a une double fonction possible. La première, c'est au cas où l'hôte aurait oublié quelques antigènes en route, de lui ramener une masse d'antigènes au sein desquels il va pouvoir retrouver un certain nombre de ceux qu'il n'avait pas vus jusqu'à présent. Et puis deuxièmement, sans doute de masquer les antigènes physiquement, puisque l'anticorps est fixé sur ces antigènes, et de diminuer les signaux de danger, c'est-à-dire d'empêcher l'activation des cellules dendritiques comme si elles voyaient l'incursion d'un pathogène. Donc ça participe très probablement au maintien de cette situation de tolérogénèse. Donc vous voyez que ces IgA ont vraiment des fonctions extrêmement complexes. Je crois que je vais passer là-dessus. Vous l'aurez bien entendu sur le site web si vous voulez des informations supplémentaires. L'idée de base est que le répertoire de ces IgA est très bizarre. Il ne ressemble pas du tout à la diversité, à la complexité du répertoire des IgG, par exemple. Et on est sans doute dans un système ici qui est un petit peu à la frontière entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Et la génération de la diversité du répertoire des IgA est quelque chose qui correspond non pas au système classique géré par AID et un certain nombre d'éléments dont on a déjà parlé, mais plus à ces April et BAF et choses qu'on a mentionnées antérieurement. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. De toute façon, je vous ai détaillé tout ça dans les diapos que je vous ai passés rapidement. Vous les aurez sur le site web avec toutes les références voulues. Il y a une dernière fonction qui est très intéressante et c'est très drôle parce que quelqu'un tout à l'heure m'a posé la question avec une intuition, manifestement, qui se confirme sur des données expérimentales. Toujours des provocateurs en sciences, hein, et c'est bien, sinon on s'ennuierait. C'est que les IgA sécrétoires puissent participer en fait à la formation de biofilms et à ce qu'on appelle maintenant l'inclusion immune. C'est-à-dire qu'en réalité, dans des sites
Vous savez qu'on a parlé plusieurs fois finalement de la microécologie du tube digestif. Et, par exemple, il y a ce problème de résilience. On prend des antibiotiques, on tue notre flore intestinale et au bout de 3 semaines, elle réapparaît quasiment à l'équivalent en qualité, en nature et en quantité. Donc d'où viennent ces micro-organismes? On ne les a pas repris de l'extérieur, ils viennent de l'intérieur. Donc ils viennent de niches qui avaient été protégées de ces antibiotiques et qui réensemencent en fait le système à l'identique. Et il y a une théorie avec des données expérimentales qui commencent à se tenir, si je puis dire, même si ce n'est pas publié dans des grands journaux, donc on pourrait considérer que ça reste encore un tout petit peu discutable ou discuté, qui dit que, en particulier dans des zones extrêmement comme des cul-de-sac, comme l'appendice, qui est à l'extrémité du cécum, les IgA peuvent former une espèce de couche qui maintient ensemble. L'appendice, c'est des cellules M, des ganglions lymphoïdes. C'est assez étonnant, vous les coupez, ça n'est que des structures lymphoïdes en fait bout à bout, avec donc une production massive d'anticorps et en particulier d'IgA sécrétoires, et que ces IgA sécrétoires forment une espèce de lacis qui assure la structuration d'un biofilm. Et compte tenu du fait que c'est un peu une impasse, les antibiotiques vont avoir du mal à venir diffusés dans ces zones, ça représente peut-être une espèce de sanctuaire à l'intérieur duquel ces IgA maintiennent ce biofilm qui est un peu un réservoir de micro-organismes et de la diversité du micro-organisme. C'est un peu le zoo de la flore intestinale, si vous voulez. Et lorsque on a détruit notre flore intestinale, à partir de ce type de zone, l'intestin va se réensemencer. Donc c'est peut-être un des sites et un des systèmes qui permet d'expliquer la résilience de la flore intestinale. Ça reste à démontrer. Alors le dernier point, et j'en terminerai là-dessus et relativement rapidement, c'est que tout ça, ce processus de tolérance, se fait aussi très largement grâce à une population de cellules T qu'on appelle des cellules T régulatrices. Alors elles avaient été identifiées il y a plusieurs années. Les immunologistes dans la salle connaissent ces problèmes de lymphocytes suppresseurs. Ça avait été très discuté, très décrié. En fait, le problème, c'est que les auteurs à l'époque, et c'était compréhensible, n'avaient pas les marqueurs moléculaires. Ce qu'il y a de bien en biologie, en particulier en immunologie, c'est quand on peut donner une vraie identité à une molécule ou à une cellule parce qu'on peut la marquer. On peut dire. Alors, ce qui a été formidable et qui a vraiment généré de la crédibilité à ces cellules T régulatrices, c'est d'avoir pu montrer d'un côté qu'on avait un phénomène de régulation, c'est-à-dire de contrôle négatif de la réponse immunitaire, et puis d'un autre côté qu'on avait des cellules qui faisaient ça et qui en plus avaient un marqueur particulier qui est un facteur de transcription qui s'appelle FOXP3 ou FOXP3. Et à partir du moment où on peut donner une carte d'identité à une population cellulaire et associer une fonction, ça donne beaucoup plus de crédibilité au processus, et ce qui est arrivé, et finalement c'est très bien. Donc ces cellules T régulatrices en fait, suppriment activement les réponses contre les bactéries et les antigènes intestinaux, et cette tolérogénèse active, il semble qu'elle soit très largement en rapport avec elle. Et donc il faut le voir comme une espèce de phénomène soutenu et actif et permanent. Ce qui est intéressant quand on regarde par exemple les macrophages de l'intestin, c'est qu'ils sont susceptibles de faire des choses tout à fait habituelles comme la phagocytose et ainsi de suite, mais ils le font à un niveau relativement faible. Ils ont une activité de destruction microbienne faible, de chimiotactisme faible, les éléments du burst oxydatif, c'est-à-dire la production de radicaux superoxydes. Vous voyez, tout ça est faible à négatif. Par contre, ils expriment des récepteurs qui permettent de les identifier comme tels. Ceux-ci, si on les compare aux monocytes sanguins, qui ont toutes ces capacités antimicrobiennes très puissantes. Et en fait, cette différenciation entre ces populations de macrophages résidents et de monocytes circulants, elle est largement liée à cet effet de cellules régulatrices qui viennent les rendre immatures ou non susceptibles de procéder à un certain nombre d'activités
qui peuvent générer des choses délétères comme de l'inflammation et de la destruction des tissus. Donc tout le système est organisé de façon telle que l'épithélium filtrant toute cette information ici va amener à la mise en place de macrophages qui vont être peu réactifs, comme on vient d'en parler, de cellules dendritiques qui vont être relativement immatures, et la conjonction de cette signalisation amène à la maturation de ces cellules T régulatrices qui vont bien sûr en boucle assurer la tolérogénèse à cette flore microbienne. Alors au centre de ça est bien sûr ce lymphocyte T régulateur avec un certain nombre de marqueurs qui ne sont pas nécessairement spécifiques, mais un particulier qui est sa carte d'identité, encore une fois, qui est ce facteur FOXP3. Et donc ces cellules régulatrices T qui sont générées en particulier par les signaux épithéliaux relayés par les cellules dendritiques et amenés sur ces populations cellulaires vont maintenir cet état de contrôle de ces fameuses réactions TH1 dont on a X fois parlé, en particulier la diminution de la production d'interféron gamma, vont amener un contrôle des fonctions des macrophages et des cellules dendritiques, en particulier la diminution de l'IL-12 qui est lui-même le facteur inducteur de l'interféron gamma. Donc tout le système va être peu à peu contrôlé, mis sous l'étouffoir, si je puis dire, par ces cellules T qui sont régulatrices et donc extrêmement importantes dans le dispositif et dont en fait la génération est liée, et encore une fois je vous mets là un certain nombre de références bibliographiques, à la flore microbienne elle-même, telle que l'a définie depuis un bon moment. Alors, je termine là-dessus pour dire que le grand défi à l'heure actuelle, c'est de chercher ou d'identifier les facteurs maintenant spécifiques de la flore intestinale qui vont activer ce système et permettre de maintenir cet état de régulation négative et donc de tolérogénèse. Et je vous avais parlé la dernière fois de cette espèce de dualité entre l'existence de micro-organismes actifs, agressifs, ce qu'on pourrait appeler maintenant les pathobiontes, comme cette fameuse segmented filamentous bacteria, ce Clostridium, qui a lui tendance à plutôt induire des réponses de type TH1 et TH17. Donc ça, il le faut sans doute un petit peu pour activer le système. Et puis à côté, il faut probablement, et même certainement, des micro-organismes qui ont un rôle d'induction de cette tolérogénèse et de ces cellules, en particulier régulatrices. Et on a l'impression, et je l'avais déjà mentionné aussi, qu'on en tient un, et c'est ce fameux travail de Sarkis, Masmanian et de Dennis Casper à Harvard, avec ce fameux Bacteroides fragilis, dont l'antigène capsulaire, en fait, puisque c'est une capsule polyosidique, est responsable de la mise en place de ce processus de tolérogénèse. Il y en a sans doute d'autres, c'est pour l'instant, disons, un des seuls exemples disponibles. Ce qui se passe, c'est que donc, cette souche de Bacteroides fragilis, avec cette capsule polysaccharidique, va, sous une forme qui reste à démontrer, la capsule va traverser l'épithélium. Ça fait partie de ces éléments de boîte noire qui restent encore à éclaircir. Cette capsule polyosidique va être prise en compte par les cellules dendritiques, présentée, et ça a été démontré par les antigènes de classe 2, mais ce type de présentation de ces antigènes polysaccharidiques, en fait, va donner lieu dans ces cellules CD4 qui viennent reconnaître par leur T-cell receptor cet antigène présenté par les classes 2, va donner lieu à une orientation vers une réponse de type régulatrice, hein, formation de T régulateurs, avec en particulier du côté de ces lymphocytes, la production de TGF-bêta, et du côté, en fin de course de ces lymphocytes T régulateurs, la production d'IL-10, qui est une cytokine anti-inflammatoire et qui elle-même va renforcer, conforter cette boucle vers la réponse de tolérogénèse. Mais bien entendu, toute rupture dans ce système va donner lieu, et c'est ce qu'on voit probablement dans les maladies inflammatoires de l'intestin, à
une déviation de la programmation de ces lymphocytes T avec des cytokines comme l'IL-23, puis au niveau de ces lymphocytes de l'IL-17 et donner lieu à une réaction inflammatoire. Donc on est actuellement dans la phase d'identification, finalement, de catalogage des effecteurs microbiens, et en particulier de la capsule, dans ce cas-là, qui vont entraîner une présentation particulière qui amène à privilégier une sous-population de lymphocytes de type régulatrice. Donc, finalement, tous les facteurs, si vous les intégrez, c'est un peu ce qu'on appelle maintenant la biologie de système, qu'on pouvait appeler avant tout simplement la physiologie, tous ces facteurs, les facteurs de furtivité, les facteurs de tolérogénèse active, convergent de façon extrêmement cohérente vers la capacité en fait, de maintien d'une flore intestinale au niveau de l'épithélium dans une vie relativement correcte, si l'on peut dire, dans un certain équilibre. Alors tout ça peut être rompu par des traitements antibiotiques, par des dysfonctionnements. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous a dit la semaine dernière Jean-Pierre Hugo, qui était vraiment au cœur du problème. Peu à peu, on en a parlé rapidement, ces choses pourraient être aussi rééquilibrées. Ces déséquilibres, ces dysbioses peuvent éventuellement donner lieu à des approches par des prébiotiques, par des probiotiques, qui vont finalement reconstruire une flore qui est une flore tolérogène et pas une flore dysbiotique ou agressive. On est donc de plus en plus dans cette réflexion, mais une réflexion qui est vraiment basée sur des faits scientifiques de la manière dont on peut maintenir ces flores et jouer sur cet équilibre anti-inflammation qui est finalement au cœur de toute notre problématique. Donc je crois que je vais terminer ici car le temps passe et je vous suis d'ailleurs très reconnaissant d'être resté jusqu'à la fin. J'ai essayé cette année de centrer, comme vous l'avez vu, le concept de ces cours sur la symbiose, c'est-à-dire d'essayer de vous montrer à quel point non seulement nous vivions en présence de micro-organismes, mais à quel point cette vie n'était pas simplement une cohabitation, qu'on avait une vraie symbiose avec ces microbes. J'ai essayé de vous montrer des exemples de la nature, essayer de vous amener à réfléchir, et moi-même d'ailleurs à réfléchir sur finalement l'exemplarité de ces modèles dans la nature et jusqu'à quel point ça pouvait être transcrit dans les réalités de l'interaction entre les microbes et l'homme. Je crois que la présentation de Rémi Burcelin vous a montré aujourd'hui que les paradigmes pouvaient être aussi puissants. Je ne suis pas sûr que ce que je vous ai raconté sur Vibrio fischeri et la production de lumière dans l'organe du calmar soit plus spectaculaire en termes de symbiose que la possibilité que la flore intestinale joue un rôle par translocation, donc par échange et pas simplement par perception à distance dans la régulation de la tolérance à l'insuline. Je crois qu'on est là dans un modèle qui est quand même assez spectaculaire dans la symbiose. Donc c'est une façon peut-être de montrer que nous vivons de cette symbiose avec les microbes, et puis en même temps, cette symbiose est bien entendu quelque chose de relativement fragile. Il y a des ruptures qui peuvent entraîner des pathologies, et les pathogènes, bien entendu, ont eux-mêmes appris depuis longtemps à se débrouiller au milieu de ces mécanismes de défense, non seulement à les rompre, mais en fait à rompre aussi les processus de télérogénèse. Je ne suis pas sûr, par exemple, que les processus d'infection intestinale aiguë, tels qu'on les voit, ne soient pas liés aussi, au-delà de l'action agressive du microbe, aux ruptures de mécanismes de tolérance, et que le microbe ne se serve pas de la flore aussi pour entraîner des dégâts et des lésions, et ça c'est probablement valable tout autant pour des infections au niveau de la peau ou d'autres organes qui hébergent une flore. Donc je termine un peu sur cette notion générale. Je voulais vous dire aussi que pour les cours de l'année prochaine, je ne suis pas encore tout à fait certain de ce que je vais raconter. J'hésite entre pas mal de choses. Un thème qui serait peut-être sur l'émergence des maladies infectieuses et essayer d'aller jusqu'au fond de la connaissance des processus d'émergence.
Je pense que ça pourrait être une expérience intéressante. J'ai juste un petit peu peur que ce soit un petit peu trop dans l'air du temps et que vous en étiez rassasié ces derniers temps par tout ce qu'on a pu raconter sur la grippe. Mais on a raconté tellement de bêtises aussi, peut-être ça vaut le coup de réfléchir un peu tous ensemble de manière un peu plus scientifique et peut-être un petit peu moins émotive. Et bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais me mettre en colère. Je pensais aussi éventuellement à vous parler de la génétique, de la susceptibilité de l'hôte aux maladies infectieuses. C'est un autre thème possible. Vous savez qu'on est tous très inégaux devant le monde microbien et en particulier devant les pathogènes. On l'a vu d'ailleurs à l'occasion de la grippe porcine, enfin H1N1. On a vu des individus ne faire aucune maladie et probablement faire des formes infracliniques, puisqu'il semble qu'il y ait beaucoup plus de gens qui aient développé des réponses immunitaires à ce virus que de gens qui aient vraiment été répertoriés comme ayant été malades. Et puis on a vu des pauvres femmes enceintes ou jeunes mourir en quelques jours de cette maladie. Donc il y a à l'évidence une inégalité dans notre gestion des agents infectieux et c'est intéressant de commencer à faire le bilan de ce qu'on en connaît, en particulier des bases génétiques, pourquoi certains individus sont sensibles à certains microbes ou pourquoi certains individus devant un microbe vont faire une maladie plus grave que d'autres. Ça c'est un autre thème. Et puis le troisième thème auquel je réfléchis, c'est plutôt les microbes biologistes cellulaires, essayer de vous introduire un petit peu à ce monde qui est le mien en fait, de la recherche et de la compréhension vraiment de ce dialogue moléculaire entre microbes et hôtes. L'avantage de ces trois thèmes, c'est que ça m'obligera à sortir un petit peu du monde des bactéries, qui est le mien, pas mal de sortir un petit peu, et puis vous-même aussi peut-être, pour ceux en tout cas ou celles qui seraient intéressés de continuer avec moi, qui ont peut-être un peu soupé des bactéries, d'entendre parler d'autres choses, de virus, de champignons, de parasites par exemple, ça peut être une autre possibilité. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas faire un sondage là et vous demander votre avis. Par contre, vous avez mon adresse email, vous pouvez la trouver en tout cas sur le site web. Donc, je voudrais que ce soit finalement ouvert. Si vous avez des préférences pour un sujet ou pour un autre, éventuellement dites-le moi. Je suis très ouvert parce que de toute façon, j'apprends autant que vous en préparant certaines de ces leçons, car il est bien évident que voilà, dans ce monde, on a des connaissances, bien entendu. On ne peut pas être spécialiste de tous les domaines. Et c'est pour ça que j'essaye systématiquement de me doubler, si je puis dire, dans ces présentations de quelqu'un qui est vraiment un spécialiste très, très pointu du domaine, de manière à vous rassurer sur la validité de ce que je vous ai raconté dans mon cours. Donc, merci encore pour votre présence fidèle cette année. Et peut-être à l'année prochaine. Le cours, en fait, n'est pas fini. Si, ce soir, il est fini. Mais vous avez, le 12 et le 13 avril, on a organisé avec Philippe Kourilski, qui est le titulaire de la chaire d'immunologie microbienne, un symposium sur la vaccination. On va essayer de réfléchir, non pas sur les vaccins en général, parce que ce serait un peu ennuyeux, mais sur... dans les situations où les maladies sont très difficiles, où un vaccin n'existe pas encore, palu, sida, tuberculose, qu'est-ce que la nature peut nous apprendre sur ces micro-organismes et la réponse immunitaire qui nous permettrait de réviser un petit peu la façon dont on conçoit ces vaccins. Alors ce sera en anglais, c'est un symposium international, on a des gens du monde entier, mais vous êtes les bienvenus. C'est beaucoup trop cher, madame, d'avoir une traduction simultanée. Mais bon, je pense que souvent, malgré tout, le niveau d'anglais moyen des personnes dans cette salle est probablement bien meilleur que vous ne l'imaginez. Mais on ne peut pas faire ça en français, ce n'est pas possible. Donc vous êtes bien sûr les bienvenus à ce symposium 12 et 13 avril. Merci.